Est-ce que tu utilises ta voiture personnelle pour faire des déplacements et peut-être que tu te demandes s'il y a certaines dépenses reliées à ta voiture qui sont déductibles? Bien, la bonne nouvelle, c'est que la réponse est oui. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles dépenses reliées à la voiture tu peux déduire et comment tout ça fonctionne. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, je vais t'expliquer qu'est-ce qui arrive en cas d'accident avec ta voiture. Je m'appelle Geneviève, je suis technicienne comptable et ma mission, c'est de simplifier et vulgariser la comptabilité des travailleurs autonomes qui offrent des services. Lorsqu'on utilise notre voiture personnelle pour faire des déplacements pour affaires, il y a certaines dépenses qui sont déductibles. La liste des dépenses déductibles sont l'essence ou l'électricité si on a une voiture électrique, les assurances, les frais d'entretien et de réparation de la voiture, le permis de conduire et les frais d'immatriculation annuels et les intérêts payés sur un prêt auto ou les frais de location. Toutes ces dépenses-là sont déductibles en proportion du kilométrage qu'on fait pour les déplacements d'affaires versus le kilométrage total qu'on fait dans l'année. Donc, pour savoir notre pourcentage de dépenses qui est déductible, il faut donc tenir un registre de nos déplacements d'affaires et ainsi compiler le kilométrage qu'on fait pour affaires. C'est une des premières choses qui est vérifiée par les agences gouvernementales, c'est-à-dire est-ce qu'on a un registre de nos déplacements. C'est également important de prendre la lecture de ton odomètre au début et à la fin de l'année, donc au 1er janvier ou au 31 décembre, pour savoir le total de kilométrage parcouru dans l'année. Donc, des exemples de déplacements pour affaires, donc si on va faire des achats pour l'entreprise, si on va rencontrer des clients, des collaborateurs ou des fournisseurs, si on se déplace pour aller à des rencontres de réseautage ou à des événements ou des congrès qui sont reliés à notre entreprise, évidemment, ça devient un déplacement pour affaires. Ce qui n'est pas admis, par contre, c'est les déplacements personnels. Si on loue un bureau à l'extérieur de la maison ou qu'on a pignon sur rue, par exemple, pour notre entreprise, il faut faire attention que de ne pas compiler le déplacement du domicile, de la maison, au bureau ou à la place d'affaires. Donc, ce type de déplacement-là est considéré par les agences de revenus comme un déplacement personnel. Donc, ça n'est pas à comptabiliser dans un déplacement d'affaires, même si, en fait, tu te rends au travail. C'est toujours à partir de la place d'affaires ou du bureau et à partir de cet endroit-là vers, je sais pas, un client, un fournisseur ou peu importe, qu'on peut considérer que c'est un déplacement pour affaires. Donc, c'est le gros avantage. En fait, c'est un des avantages de travailler de la maison. Donc, si la maison devient ton bureau, si tu as un bureau à domicile, que ta place d'affaires est à la maison, évidemment, à chaque fois que tu sors de la maison, ça devient un déplacement d'affaires. Ça dépend où tu te rends. Par contre, là, si on va à l'épicerie, c'est un déplacement personnel. Si on va rencontrer un client, ça devient un déplacement pour affaires. Donc, il faut être un peu stratégique quand on fait nos déplacements pour maximiser l'utilisation de notre véhicule pour affaires. Une autre stratégie qui est intéressante, c'est si la famille possède 2 voitures, c'est plus facile à justifier qu'une des 2 voitures sert strictement pour les affaires. Ça va quand même prendre un registre de déplacement pour justifier qu'une des voitures a été utilisée strictement pour des déplacements d'affaires. Dans ce cas-là, on peut aller jusqu'à près de 100% des dépenses liées à cette voiture-là qui peuvent être déductibles dans les impôts. Les intérêts sur l'achat du véhicule ou les frais de location sont soumis à certaines restrictions, soit en fonction du type de véhicule, du nombre de jours, peu importe. Le calcul est assez complexe. Je rentrerai pas dans les détails ici dans cette vidéo. C'est déjà tout programmé dans les logiciels de préparation de rapports d'impôts, de déclaration de revenus. Ce que je te dirais à ce moment-là, c'est de ne pas oublier d'apporter ton contrat de location ou ton contrat d'achat du véhicule à ton comptable qui prépare les impôts pour toi à la fin de l'année. Maintenant, les frais de stationnement. Donc, c'est une dépense qui est déductible à 100%, mais évidemment, il faut que le déplacement soit fait seulement pour affaires. Donc, dans quel cas ça pourrait s'appliquer? Si on va rencontrer un client au centre-ville, qu'on doit payer du stationnement pour aller faire notre rencontre avec notre client, à ce moment-là, ben, la dépense devient à 100% déductible. Donc, il faut faire vraiment attention avec le stationnement. Oui, c'est déductible à 100%, mais il faut que le déplacement ait été fait pour affaires. En résumé, c'est super important de tenir ton registre de déplacement et de calculer le kilométrage pour affaires que tu fais dans l'année, ainsi que le kilométrage total. C'est avec ce calcul-là
que tu vas pouvoir déterminer le pourcentage des dépenses reliées à l'utilisation de la voiture que tu peux déduire. Et c'est aussi le même pourcentage que tu vas utiliser pour calculer les crédits de taxes sur les intrants, donc la TPS et la TVQ payés sur tes dépenses pour la voiture que tu vas pouvoir récupérer. Donc, c'est toujours en fonction du prorata de l'utilisation professionnelle versus personnelle. J'explique en détail dans ma formation en ligne qui s'intitule « La comptabilité productive » comment compiler ces dépenses en cours et à la fin de l'année sur l'utilisation de la voiture personnelle, en plus de fournir des gabarits pour t'aider à faire ce calcul-là. Donc, si ça t'intéresse d'y jeter un œil, j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on a un accident avec notre véhicule? Il y a souvent des frais qui sont reliés à ça, dont le déductible qu'on doit payer aux assurances pour la réparation de la voiture. Donc, le déductible qu'on paye aux assurances peut devenir déductible à 100% dans nos impôts de travail autonome, si et seulement si on est en train de faire un déplacement pour affaires. Donc, si on était en train de se rendre chez un client et qu'on a malheureusement un accident, bien, le déductible qu'on doit débourser, bien, à ce moment-là, on peut le déduire dans nos impôts. Évidemment, je ne souhaite pas ça à personne d'avoir un accident, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on fait un déplacement pour affaires et qu'on a un accident, on peut déduire le déductible qu'on paye aux assurances. Évidemment, tous les frais de réparation, si c'est couvert par les associés, c'est remboursé par les assurances, ça ne devient pas déductible à ce moment-là. J'ai préparé un document qui résume les différents types de dépenses déductibles avec des exemples concrets. Je te le partage tout à fait gratuitement. Tu peux télécharger ce document-là grâce au lien que je te mets dans la description de la vidéo. Donc, si tu as apprécié cette vidéo et que tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos de la série sur les dépenses déductibles du travail autonome, bien, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. La prochaine vidéo, ça va être sur les dépenses, disons, plus générales, les dépenses qui sont à 100% déductibles pour ton entreprise. Je te remercie d'avoir écouté et amuse-toi bien!